Voilà, on va démarrer. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Ceux qui sont connectés sur le Zoom et à ceux qui sont dans la salle, qui sont venus et qui vont être rejoints, je pense, bientôt par ceux qui sont encore bloqués dans le métro. Je vais enlever ça parce que ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et ça sera quand même plus agréable. Et donc, on reçoit Vladimir Safat, qui navigue entre des deux côtés de l'Atlantique, entre Europe, France, Allemagne, Brésil. Tu y retournes aussi, je pense. Et voilà, tu parlais de ton déplacement au Chili. À propos de la traduction, c'est le deuxième ouvrage de Vladimir qui est traduit en français, hein, de la traduction d'un ouvrage qui s'intitule « Le circuit des affects, corps politique, détresse et la fin de l'individu », paru, excuse-moi parce que moi… Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, voilà. Moi, j'ai la version Word encore sous les yeux. Alors, on va procéder comme ça. Je vais d'abord donner la parole à Vladimir, qui va faire un exposé autour de son livre, de présentation de son livre. Après, je prendrai moi la parole pour faire quelques remarques, poser des questions, engager comment dire, un début de discussion. Et puis, ensuite, on laissera la discussion ouverte à tous ceux qui le souhaitent, soit sur le Zoom, soit dans la salle. Vous pouvez, dans la discussion, écrire aussi des questions ou des interventions qu'on reprendra après. Donc, je pense que j'oublie rien et on va commencer comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Vladimir. Voilà, Bien, donc, merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette invitation. Moi, c'est toujours un grand plaisir de venir à Toulouse pour continuer nos discussions, qui ça fait déjà un certain temps. Bien, merci à tous d'être présents là. D'abord, je dois m'excuser parce qu'en fait, il est arrivé un petit changement. Normalement, le livre aurait dû apparaître cette semaine, mais il apparaîtra en juin. Donc, on va faire une chose, disons, un peu d'éridienne, que c'est un débat sur un livre qui n'existe pas encore. Mais de toute façon, bien, ceux qui veulent, c'est possible de l'acheter en pré-vente chez Amazon. Voilà. Bien, je voudrais faire une petite présentation d'une question que je trouve peut-être elle est une bonne question pour introduire le débat que j'essaie de faire dans le livre. Ce livre est apparu, ça fait 10 ans au Brésil, après l'œuvre de traduction en espagnol et en italien. Et il était aussi, d'une certaine façon, lié à un certain contexte de tensionnement politique qui se passe dans cette région, mais à partir d'une autre perspective, d'une perspective, disons, plutôt théorique. Et une des questions fondamentales concerne bien les rapports entre politique et affect, corps, politique et affect. Et je commencerai en disant qu'il est possible, bien, on pouvait, disons, utiliser un contre-argument de cette triade en disant qu'il est possible de croire qu'une théorie des affects ne contribuerait pas à clarifier la nature des dynamiques des liens sociopolitiques. Et pour cela, il suffit par exemple d'assumer que les affects concerneraient les vies individuelles qui se référeraient à des systèmes individuels de fantaisie, de désir et de croyances. Si on accepte cette définition, les affects, ils auraient peu de choses à dire à propos du fonctionnement structurel de la société et de ses sphères de valeur. Ils auraient peu de choses à dire à propos de la relation entre des institutions et des sujets, des institutions comme l'État, comme des entreprises, comme l'école, les hôpitaux. Ils auraient peu de choses à dire à propos de la relation de classe et des groupes entre eux. C'est-à-dire
insister dans le contraire, que les affects auraient une importance pour la compréhension des natures de liens sociaux, signifierait psychologiser d'une certaine façon la compréhension des dynamiques inhérentes aux relations sociales. Ce qui pourrait signifier essayer disons, de comprendre des phénomènes sociaux à partir de l'addition de comportements individuels et de leur système de motivation. OK, bien, cette façon de critiquer toute théorie des affects qui essayerait de penser le fondement de la compréhension des phénomènes sociaux n'indiquerait pas seulement un besoin de facts, mais aussi une nécessité de droit, pas seulement une nécessité de fait, mais une nécessité de droit. Car une théorie des affects, elle ne serait pas simplement inadéquate, elle devrait être inadéquate. Sous, disons, le risque de naturaliser des dynamiques de régression sociale. Car à partir de cette perspective, acceptant cette perspective, lorsque les affects rentrent dans la scène politique, cela ne pouvait signifier que l'impossibilité de guider les comportements à partir des jugements rationnels. L'impossibilité d'opérer avec des jugements universalisables fondés sur la quête de meilleurs arguments. C'est-à-dire, la rationalité politique et ses procédures de valeur et d'arguments seraient proportionnelles à la capacité de ne pas agir à partir des affects, de ne pas être un sujet affecté. Mais bien sûr, et j'ai écrit ce livre, c'est exactement pour critiquer ce genre de perspective, car on pourrait se demander si cette façon de penser ne serait pas dépendante d'une notion, d'une mécompréhension de ce qu'une société vraiment signifie, de quel genre d'objet est une société. Car nous pouvons, disons, insister qu'une société n'est pas simplement un système de normes, un système de valeurs, un système de règles qui structure des formes de comportement, de formes d'interaction, de formes d'échange dans les espaces multiples de la vie. Ça serait une position, en fait, qui comprend la production sociale dans les champs du langage, du désir et du travail, qui sont les trois axes de toute forme de vie, comme si elles pouvaient être évaluées, ces productions pouvaient être évaluées à partir disons, de normativités qui sont intersubjectivement partagées. Et avec qu'il y aurait donc une force de cohésion. Ces genres de perspectives essayent de comprendre les conflits sociaux et politiques d'une façon telle qu'ils naturalisent l'existence, je dirais, d'une grammaire sociale qui serait partagée par tous. Une grammaire qui nous donnerait le fondement pour la production de consensus. C'est-à-dire, j'insiste sur ce point parce que l'idée, c'est qu'on accepte donc la base de toute forme de vie, bien, la base de processus de production dans les champs du langage, du désir et du travail, ils sont basés, entre autres choses, sur un genre de grammaire sociale commune qui organise les conflits sociaux, qui organise donc les jugements sociaux, qui permet à tous les gens de juger d'une façon plus ou moins universalisable.
Bien sûr, dans cette perspective, la notion d'affect, il n'aurait aucune importance. Donc, mais ça nous pose une autre question très intéressante, qui lorsque l'idée d'affect apparaît comme un fondement majeur des phénomènes sociaux, alors l'idée même d'existence d'une grammaire sociale de conflit, d'une grammaire universalisable, elle rentre en question. Mais là, c'est pour ça que j'insisterai qu'au lieu de penser une société comme un système de règles et de normes, de lois intersubjectivement partagées, peut-être il serait beaucoup plus intéressant de comprendre une société comme un circuit des affects. C'est-à-dire un système de reproduction en tant que système de reproduction matérielle de forme de vie. Une société, elle produit ces régimes de cohésion, ces régimes d'adhésion, à partir de la façon dont elle fait circuler des affects. Cela nous amènerait à accepter l'idée qu'établir des liens sociaux, établir des liens politiques est inséparable de la capacité d'être affecté. C'est-à-dire d'être sensiblement affecté, de rentrer dans un régime sensible d'hystesis. Il est évident, d'abord, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'à mon avis, il est évident d'abord que les affects sont des modes de relation. Donc, ils ne sont pas des propriétés des individus. Ce n'est pas une propriété individuelle à voir en affaires, mais en fait, c'est un mode de rentrer en relation. C'est un mode de rentrer en relation. Alors, ils décrivent la façon dont le corps rentre en connexion, en produisant des actions dont la causalité est externe. Et ça, c'est aussi une question assez intéressante. C'est-à-dire, si on accepte que les relations sont constituées à partir de la façon dont les corps sont affectés, alors on doit aussi admettre que la causalité des actions a une dimension extérieure fondamentale. Vous voyez, ça produit des conséquences assez intéressantes pour une notion classique d'autonomie. Donc, si on pense surtout à la figure morale de l'autonomie, qu'on trouve chez Kant, qui vient de Rousseau, c'est l'idée de donner à soi-même sa propre loi. C'est-à-dire, si en fait on admet cette perspective liée plutôt à la dimension extérieure de l'affection, alors on doit même repenser qu'est-ce que signifie une action dont la causalité est extérieure. OK. Je insiste donc sur ces points pour insister aussi que la notion d'affect est inséparable de dynamiques d'interconnexion qui décrivent le changement produit par quelque chose qui semble venir de l'extérieur et qui n'est pas constitué à cause de ça comme une représentation de la conscience. C'est-à-dire, oui, nous pouvons dire que les affects sont des modes d'implication et de modification des corps à partir d'une dimension inconsciente. Et à cause de cette raison, une théorie des affects peut être au fondement de la compréhension aussi bien des formes, des déterminations sensibles de la vie psychique que des formes, des déterminations de la nature sociale, c'est ce qu'on comprend par vie psychique. Et là, donc, c'est encore un autre point qui, à mon avis, c'est absolument fondamental. Si on accepte une théorie des affects dans la base de la compréhension d'une théorie sociale, alors on doit admettre aussi une dimension inconsciente des actions. Donc, c'est qui, encore une fois, c'est-à-dire les affects ne sont pas
détermination consciente de sujet sont des modes inconscients de circulation, les modes inconscients de circulation des corps. Et bien sûr, là, sur toute question sur bien qu'est-ce que c'est un corps dans ce contexte, mais j'insisterai sur ce point parce que ça nous oblige, entre autres choses, de comprendre aussi différemment qu'est-ce qui peut être une délibération rationnelle, qu'est-ce qui peut être une décision. Donc, nous devons affirmer qu'être affecté, c'est établir la vie psychique à partir de la forme la plus élémentaire de socialité, qui c'est cette socialité qui passe à travers l'aesthésis et qui, dans une dimension totalement importante, construit des liens sociaux, des liens inconscients. Et nous pouvons parler de la forme la plus élémentaire parce que cette forme définit les modes de réceptivité, aussi bien que les formes de perception, de sensibilité et, bien sûr, de comportement. C'est-à-dire, et j'insisterai sur ce point, car si on accepte qu'il faut arrêter de comprendre les affects comme propriété des individus, comme des prédicats des individus, et comprendre les affects comme des modes de relations sociales, alors il y a une question absolument intéressante là-dedans. Je dirais, il y a une conséquence politique intéressante de cette proposition. La conséquence politique, c'est bien la question politique majeure, c'est comment est-ce qu'il se constitue nos modes de perception, de sensibilité, nos modes de visibilité. Et donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on est affecté? C'est parce qu'être affecté signifie, entre autres choses, déterminer la façon dont la perception se constitue, parce que la perception, elle n'est pas en fait naturelle. La perception, c'est un produit social. Les modes de perception sont des produits sociaux. La façon dont on coupe les continuums des phénomènes, elle est socialement constituée. Donc, la sensibilité, elle n'est pas une simple réceptivité. Elle est conceptuellement organisée. Si elle est conceptuellement organisée, ces concepts ne viennent pas de l'air. C'est-à-dire, ils viennent dans le contexte socio-historique assez précis, aussi bien que la visibilité, ce qui d'une certaine façon détermine les modes de présence dans la vie commune. Donc, je insisterai, toutes ces dimensions, elles sont produites par la façon dont les corps sont affectés. Donc, d'où la compréhension qui, je dirais, une dimension fondamentale du champ politique et même des luttes politiques, c'est de comment changer les affects. Comment produire, comment la production de nouveaux affects produit de nouvelles formes d'interactions entre le sujet et ce qu'on pourrait parler du monde commun. Bien, nous devons donc, mais pour ça, pour essayer de comprendre ces dimensions, disons, potentielles des constitutions des affects, je crois qu'il faut savoir travailler avec un concept comme le concept des circuits. C'est pour ça l'idée des circuits des affects. C'est-à-dire, il faut insister qu'il y a quelque chose comme un circuit qui est propre aux affects et ces circuits, ils créent des liens inconscients. Car en mobilisant des structures inconscientes de mémoire, de fantaisie, des identifications et des pulsions, les affects nous permettent une compréhension plus adéquate de la vie sociale et des liens politiques, au-delà de la fiction des individus qui maximisent des intérêts. Car comprendre la rationalité sociale à partir du point de vue des affects, c'est de demander à soi-même sur une agence sociale qui serait libérée des illusions de la philosophie de la conscience, qui c'est une illusion assez partagée jusqu'à aujourd'hui dans notre département de sociologie et de sciences politiques. Bien, à cause de ça et d'autres raisons, la récupération d'une théorie des affects
j'insisterai, elle aura toujours des conséquences politiques assez évidentes. Hein. Car je dirais que pour la compréhension d'expériences politiques d'émancipation, comprendre l'expérience politique d'émancipation demande la consolidation d'une impulsion vers la mutation des affects, une impulsion vers la capacité d'être affecté d'une autre façon. Notre subjection, elle est affectivement construite, elle est affectivement perpétuée, et elle ne peut qu'être affectivement sursommée, hein, à travers la production d'une autre aesthésis. Ce qui nous amène à dire que la politique est dans sa détermination essentielle un mode de production et de redéfinition des circuits des affects. Et ça, c'est un peu, disons, la base théorique de la discussion que je voudrais vous proposer. Car si vous acceptez ça, je vous demanderai aussi d'accepter une autre proposition qui est plus ou moins la suivante. Tout ça, c'est d'une certaine façon absolument présente dans notre pensée occidentale. C'est-à-dire cette perspective qui soutient une théorie des affects à la base de la théorie des liens sociaux, des structures politiques, elle est avec nous, ça fait des siècles. C'est pour ça que j'insisterai en récupérer cette tradition, et pas exactement de créer. Elle est présente, par exemple, chez Thomas Hobbes. Elle est présente chez Spinoza. Elle est présente chez Rousseau. Elle est présente chez Freud. Bien, ce n'est pas surprenant de reconnaître que certains usages contemporains d'une théorie des affects politiques, c'est toujours inscrit, cet usage est toujours inscrit dans la récupération de ces matrices. Par exemple, Gilles Deleuze et Félix Guattari sont partis de Spinoza pour analyser les structures libidinales d'émancipation et pour créer, par exemple, un concept normatif de corps sans organes. Judith Butler et sa discussion sur la mélancolie comme un affect de sujétion sociale, elle est très dépendante de la théorie freudienne. De Hobbes, par exemple, on est arrivé à Carl Schmitt, qui a montré une conscience profonde des relations entre peur et sécurité, à la base d'une certaine notion de politique, avec bien des conséquences catastrophiques qu'on connaît. Cela sont seulement quelques exemples pour montrer ces liens entre certaines théories politiques contemporaines relevantes et ce qu'on pourrait dire cet arrière-fond de la pensée politique de la philosophie moderne à propos des affects. Bien, mais moi, je voudrais, dans ce débat-là, apporter quelque chose à propos de la relevance psychanalytique de ce concept, d'insister dans une certaine façon de penser psychanalyse et politique, qui me semble qui nous est absolument nécessaire aujourd'hui. Car normalement, nous acceptons qu'une réflexion psychanalytique sur les politiques, et là, je voudrais vous montrer pourquoi cette réflexion est intéressante à l'intérieur d'une théorie des affects, comme c'est un secteur intéressant de cette, disons, actualisation d'une théorie des affects, ce passage vers la psychanalyse. Car normalement, nous acceptons qu'une réflexion psychanalytique sur les politiques, elle ne serait relevante, elle ne serait intéressante que pour comprendre des formes sociales de régression, des structures libidinales de suggestion sociale. Et on a déjà aussi une certaine tradition là-dedans. On pourrait commencer par
par ces études classiques, par exemple l'étude de Reich, de Wilhelm Reich, sur la psychologie du fascisme, les études d'Adorno, de Theodor Adorno, à propos de l'usage, l'usage psychanalytique qu'Adorno fait pour comprendre aussi ce qu'est la psychologie du fascisme. Néanmoins, j'insisterai qu'il y a aussi une autre dimension possible de ces recours à la psychanalyse dans ce contexte. Et je dirais qu'il est important pour développer une théorie de l'émancipation sociale. Pas seulement une théorie de la régression sociale, comme on a vu jusqu'à là, mais aussi une théorie de l'émancipation sociale. C'est-à-dire quelle est la base affective du processus d'émancipation sociale. Et j'insisterai aussi que cette question, elle me semble relevante, poser cette question de cette façon. Quelle est la base affective de l'émancipation sociale pour insister à sortir d'une illusion cognitive, comme si l'émancipation sociale, comme si la servitude serait d'une certaine façon solidaire d'une incompréhension cognitive de sa propre situation. C'est-à-dire une incapacité de développer une erinnerung adéquate, c'est-à-dire une remémoration adéquate de nos conditions, une incapacité de poser les présupposés de nos actions, c'est-à-dire comme si c'était une limitation cognitive de la conscience. Comme si la fausse conscience était une conscience qui est cognitivement limitée. Et là, j'insisterai à dire non, une théorie de l'émancipation, elle doit être pensée à l'intérieur d'une théorie des affects. Elle a une théorie, une conscience, une fausse conscience, une conscience affectivement limitée. Donc, elle ne peut être émancipée qu'à travers une transformation de son structure d'affection. OK. Bien, si on admet que la servitude sociale, elle est affectivement construite, nous devons donc nous demander sur les conditions où elle peut être affectivement désactivée, cette servitude. Et dans ce contexte, je crois que la psychanalyse a quelque chose à dire. Car en laissant de côté les croyances que les sujections affectives peuvent être surmontées à travers, disons, des formes d'élargissement de l'horizon de compréhension propre à la conscience et à ses représentations, c'est-à-dire acceptant qu'il y ait forme d'adhésion à nos propres servitudes, ne sont pas, comme je vais insister, liées à certaines formes de déficience de notre capacité de réflexion. Nous devons donc comprendre la psychanalyse comme un processus clinique lié à la possibilité de faire circuler des affects qui créaient des conditions d'émancipation. Et là, si vous me demandez, OK, mais quel type d'affect c'est ça? Je voudrais insister sur un point, bien sûr, la question est beaucoup plus large. Je voudrais donner, disons, un genre d'exemples pour comprendre d'une façon plus concrète ce que j'ai en vue. Car si on revient à Freud, nous allons rencontrer une théorie de la détresse, Hilflosigkeit, qui peut avoir un rôle important dans un processus d'émancipation politique. Et je sais que ça, c'est contre-intuitif d'insister que l'émancipation passe par la détresse, que la détresse a une fonction émancipatrice, mais c'est d'une certaine façon la proposition que je voudrais soutenir ici, dont je voudrais discuter avec vous. Et là, j'aimerais bien utiliser une partie de notre discussion pour expliquer un peu, de façon, disons, schématique, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, pour expliquer un peu qu'est-ce que Freud comprend par détresse et pourquoi est-ce que ça peut avoir un rôle aussi important dans un processus d'émancipation qui n'est pas seulement un processus
d'émancipation individuelle, mais comme ça serait possible, mais un processus d'émancipation sociale. Bien, j'insiste ça parce que Freud peut nous montrer comment un vrai processus d'émancipation politique est d'une certaine façon lié à la capacité de faire circuler socialement l'expérience de la détresse, au lieu de construire des fantaisies, des fantasmes qui pouvaient nous défendre de ça, de cette circulation. Car la politique, elle peut être pensée comme une pratique qui permet à la détresse d'apparaître comme le fondement de la productivité de nouvelles formes sociales. Autant bien qu'elle nous prévent, nous permet d'éviter la conversion de la détresse dans la figure de la peur sociale, en nous ouvrant à des événements que nous ne savons pas encore comment expérimenter. Donc, seulement une chose, vous voyez, j'insiste sur ces points à cause de la notion qu'un vrai processus d'émancipation politique n'essaye pas, disons, de transformer la détresse dans une quête d'une réponse fantasmatique de care, disons comme ça, hein, pour utiliser ces mots qui est rentré dans nos vocabulaires d'une façon assez forte. Mais c'est, en fait, dans ce genre de situation, on voit très bien comment la chose se développe, c'est-à-dire c'est l'idée que la détresse est quelque chose qui peut être guéri, quelque chose c'est une position dont on peut sortir, c'est une position dont on se défend, qu'on mobilise les structures des relations sociales pour se défendre. Et j'insisterai, d'abord, ça c'est un élément assez intéressant de la position freudienne, on ne guérit pas la détresse. Elle ne peut pas être un objet de guérison. Mais on peut guérir du désir de guérir. Et ce qui produit, disons, une conséquence assez importante. Et même du point de vue politique. On va voir pourquoi. Bien, pour comprendre ça, je crois que je voudrais donner 2 ou 3 définitions de qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement par détresse. Et commençons par se rappeler qu'elle ne doit pas être confondue avec la peur. Donc, là, une distinction importante, peur et détresse. Et ça, c'est important parce qu'il y a quand même une tradition de lecture hobbesienne de Freud, qui comprend qu'en fait, Freud part d'un point de départ qui est hobbesien. Le point de départ de Hobbes, c'est bien la peur est l'affect social fondamental. Et l'affect qui crée les liens sociaux. Il crée les liens sociaux car, en fait, si on est dans une situation d'une guerre imminente contre tous, donc la construction de l'institution, l'institutionnalité, le pouvoir souverain, l'idée même de besoin de la souveraineté comme élément de protection sociale, elle répond à la capacité d'avoir conscience de cette peur. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la peur est la base de la rationalité chez Hobbes, la rationalité politique chez Hobbes. Parce que la peur, elle permet, disons, la mémoire des pertes qui ont été infligées. Elle permet la comparaison, elle permet l'établissement de comparaisons à partir de l'expérience. Elle fonde la mémoire sociale. Donc, à cause de ça, le pouvoir, ça sera nécessairement un pouvoir qui doit en même temps être les pompiers et les pyromanes de la vie sociale. Il doit être les pompiers car il va dire aux individus, bien, il faut une force commune basée sur un point de la vie sociale pour surmonter la peur. Mais il est aussi le pyromane parce qu'il va toujours dire, oui,
mais si cette force n'existe pas, bien, la guerre interne, comme processus imminent, la violence entre le sujet, elle revient. Donc, il doit faire toujours les deux propositions en même temps. Okay. La position de Freud, Freud ne part pas de cette position. Ça sera très important. Parce qu'il y a une différence pour lui assez importante entre la peur et la détresse. Il va dire non, la détresse, elle est l'affect fondateur de la vie sociale. Mais c'est quoi la détresse? Il va se rappeler, par exemple, bien, ça c'est un passage d'inhibition, symptôme et angoisse. Il va dire l'angoisse, elle a une relation forte avec l'attente. Car elle a angoisse à propos de quelque chose. Elle tient la qualité d'un manque d'un objet. Et c'est pour ça qu'exactement dans ce moment, qu'on utilise le mot Furcht, peur, au lieu de mot angst, angoisse, pour dire qu'il y a ce moment où l'angoisse rencontre un objet. Donc, la peur, c'est l'angoisse d'un objet spécifique. C'est-à-dire, nous pouvons dire que la peur est la forme d'angoisse qui a rencontré un objet, qui au sens d'une réaction, la peur est la réaction à un danger produit par un objet qui peut être représenté. Bien, en pensant plus ou moins dans ces champs, Hobbes, par exemple, va dire que dans la peur est l'attente d'un mal. C'est-à-dire, elle est la projection future d'une représentation capable de provoquer des formes de violence et de displeasure, de plaisir, de manque de plaisir. De plaisir, oui. Bien, c'est intéressant. Là, c'est la possibilité, l'idée de la possibilité de représentation d'un objet d'affect. Et ça, c'est central. C'est-à-dire, ça c'est important parce que, vous voyez, il y a deux éléments fondamentaux dans cette compréhension de peur. D'abord, c'est l'élément temporel et d'autre part, c'est l'idée de représentation. L'élément temporel, c'est-à-dire la peur est une façon de se rapporter au temps. Il y a un temps d'attente, il y a un temps d'expectative, c'est-à-dire il y a un temps de projection. On projette sur le temps l'image de la possibilité de répétition d'un mal. Et bien sûr, c'est-à-dire la possibilité de répétition d'un mal présuppose aussi la capacité que j'ai de représenter l'objet de ces mal et de cette violence. Ce n'est pas par hasard que Spinoza va insister, il y a un rapport absolument central entre peur et espoir. Et c'est pour ça que déjà pour Spinoza, on ne pouvait pas combattre la peur à travers l'espoir. Et pourquoi? Parce qu'il dit, bien, il a un passage constant dans l'autre. Mais c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est aussi une attente, mais c'est l'attente d'un bien qui viendra. Donc, dans les deux cas, j'organise le temps à partir d'un système de projection. Ce système de projection et part aussi de présupposer de la possibilité de contrôler les événements à partir de la projection. Donc, cette capacité de contrôler les événements à partir de la projection donne une base, une assise commune entre ces deux affects. Pour ça, pour Spinoza, c'est assez clair. Il n'y a pas de peur sans espoir. Il n'y a pas d'espoir sans peur. Il dit ça d'une façon absolument remarquable, parce qu'il insiste bien. Si la peur, c'est une attente d'un mal, l'attente, elle présuppose aussi que le mal peut ne pas arriver. Ça peut ne pas arriver, donc il y a toujours un fond d'espoir. Ce n'est pas la certitude d'un mal, c'est l'attente. Et la même chose pour l'espoir. Si l'espoir, c'est l'attente d'un bien, il est toujours possible que ce bien n'arrive pas. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être jusqu'à là. Donc, le passage de l'espoir à la peur
c'est toujours un passage absolument, disons, présent dans l'expérience sociale des enfants. Ce n'est pas par hasard aussi que les politiques de l'espoir, elles se tournent très vite dans une politique de la peur sans qu'on arrive même à comprendre comment est-ce qu'on passe dans l'autre. Mais la détresse, et le terme freudien, c'est Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, c'est un terme assez intéressant. Hilf, c'est aide. Hilflosigkeit, c'est un peu sans aide. Être sans aide. État d'être sans aide. La détresse, elle est liée au collapse des réactions possibles, à la paralysie sans réaction, à cette vulnérabilité extrême venue du fait d'être en dehors de soi-même, c'est-à-dire d'être dans la position de dépendre d'un autre que je ne peux pas, disons, savoir comment est-ce qu'il va répondre. Et ça, c'est intéressant, car c'est-à-dire, on voit d'une façon assez claire cette idée que la détresse, c'est le collapse de l'attente. Elle n'est pas organisée comme la peur, comme une projection. J'ai une représentation de ce qui va m'arriver, mais c'est un autre genre de phénomène. C'est je peux plus projeter sur le temps. Il y a un collapse d'une temporalité linéaire, d'une certaine façon. Donc, je ne sais pas quoi attendre. Je ne sais pas quoi attendre de l'autre, je ne sais pas quoi attendre de l'événement, je ne sais pas quoi attendre de l'espace où je suis. D'où cette notion d'une paralysie, d'une certaine façon. Bien, et ça c'est intéressant, car Freud, il s'en sert de ça pour parler, par exemple, de la position du bébé et de la mère, en disant, bien là, en détresse, parce que le bébé ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire pour que la mère réponde. Il ne sait pas comment est-ce qu'elle va répondre. Donc, il n'a pas encore le système, disons, d'expérience qui permet la projection, disons, des attentes de comportement. Mais c'est intéressant la façon dont Freud va transformer un concept qui part d'une certaine disons, données biologiques de base, elle devient une dimension essentielle propre au fonctionnement psychique. Parce qu'il va parler, par exemple, de l'héritage phylogénétique de la vulnérabilité de l'espèce humaine dans l'ère glaciale, il parle de détresse, comme si ça a laissé un trait de mémoire sociale. Il parle, par exemple, de la désintégration des visions religieuses du monde. Il va dire, non, mais ça, parce que, comme il a cette théorie où la base de l'expérience religieuse, c'est le pouvoir pastoral, ce pouvoir pastoral, cette figure de pasteur, elle est absolument une figure c'est la figure classique de Care, c'est la figure classique de celui qui va, d'une certaine façon, il individualise les moutons, mais il est aussi capable, d'une certaine façon, de constituer, à partir de son rapport à soi, une attente, une attente de protection. C'est la représentation. Il va toujours insister, c'est une idée absolument fondamentale chez Freud, quel est le fondement fantasmatique de l'autorité. C'est la base fondamentale de sa pensée politique. Il n'y a pas d'autorité sans un fondement fantasmatique de l'autorité. Et ce fondement fantasmatique d'autorité est lié nécessairement à la façon dont la détresse elle est répandue à l'intérieur du pouvoir. Et cette structure, elle a une base théologico-politique. C'est la base d'une pensée théologico-politique. D'où l'idée de Freud, c'est impossible pour l'expérience politique d'effacer la figure du leader. C'est pour ça qu'il parle toujours des rapports verticaux. Et là, ça c'est une question assez intéressante. Qu'est-ce qu'une théorie, disons, de l'émancipation sociale quel est le rapport en théorie de l'émancipation sociale, la figure d'un leader? C'est qu'on sait, ça donne pas mal de questions, mais de toute façon, l'idée freudienne, c'est plus ou moins ça.
Mais qu'est-ce qu'il insiste, qu'il va insister à ces propos, c'est pourquoi c'est un fondement fantasmatique, parce que c'est une défense continuelle contre quelque chose qui, en fait, ne s'incorpore pas dans la vie sociale. Cette chose qui ne s'incorpore pas dans la vie sociale, c'est la insistance de la position de détresse. Il peut même insister, il va même dire, bien, ce système de défense, il peut aller jusqu'à l'autodestruction du sujet, ce qui peut sembler contradictoire, mais ces contradictions, elles sont toujours présentes. C'est-à-dire, exactement pour défendre l'idée qu'il y a une représentation fantasmatique de pouvoir qui peut répondre à ma détresse, je peux même me mettre dans une position, disons, kafkienne. Position kafkienne signifie, bien, je transforme l'instance du pouvoir en instance superlative, bien sûr, une instance que je ne peux pas attendre, pour qui ça donne l'impression que si le pouvoir n'est pas capable de répondre à ma détresse, c'est à cause d'une inadéquation à moi. C'est-à-dire, c'est à cause de ma impossibilité d'être à l'auteur, de ma impossibilité d'être d'être cette figure qui, d'une certaine façon, peut avoir, disons, la dignité d'être objet d'amour de la loi. Donc, parce que là, c'est toujours intéressant. Les relations de pouvoir chez Freud sont basées sur les relations d'amour. On ne peut pas penser à une relation de pouvoir qui ne mobilise pas cette dimension. Parce qu'une relation de pouvoir, que c'est seulement une relation de force, c'est une relation qui ne se soutient pas. Je ne peux pas soumettre quelqu'un à partir de la force 24 heures par jour. Il y a un moment où je tourne mes yeux, et la personne s'échappe. Mais un pouvoir qui est basé sur l'amour, il se soutient. Parce qu'il s'internalise. Parce qu'il sera, je n'ai plus besoin du regard extérieur. Le regard est internalisé. Avant que Foucault parle de panopticon, bien, cette idée elle est freudienne par excellence, d'une certaine façon. OK, donc, en essayant de décrire ce qui serait donc la détresse d'une façon plus ou moins structurale, il va parler d'une évaluation de notre force par comparaison aux grandeurs de la situation de danger ou d'excitement. L'excitation. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous voyez, la détresse, elle peut être produite aussi bien par le danger que par l'excitation. Par le fait qu'il y a une situation dont la grandeur est telle que je n'arrive pas à la représenter. Je n'arrive pas donc à la transformer dans un objet de la conscience. Et donc, je me sens sur détresse par rapport à cette grandeur d'excitation. OK. Donc, j'insiste sur ce point pour dire qu'il y a toujours une dimension d'excès dans l'expérience de la détresse. D'excès par rapport à la possibilité de représentation de la conscience. Et cet excès, il est en excès dans événement. Et l'idée d'événement ici est importante. C'est-à-dire, un événement signifie quoi dans ce contexte? Signifie, entre choses, quelque chose qui n'est pas propre à une situation donnée. Donc, qui n'est pas un élément possible d'une situation donnée. L'idée freudienne de détresse, elle est tout simplement liée au fait que dans le champ du désir, il y a toujours des rapports contingents dont je ne peux pas représenter, qui ne se met pas à un processus de répétition, à une répétition à partir de la tentative d'actualiser des expériences premières de satisfaction. Cette contingence, elle nous met toujours en détresse. La contingence propre aux objets de désir nous met toujours en détresse. Et d'une certaine façon, il y a deux dimensions possibles de cette genre d'expérience.
Une dimension, ça serait donc de se défendre contre cette contingence en projetant sur les temps, vous voyez, c'est pour ça que la peur, l'espoir, c'est important, en projetant sur les temps une possibilité de contrôle à partir de mes attentes, où je peux d'une certaine façon me rapporter à la dimension contingente des objets de désir. Et me rapporter à la dimension contingente des objets signifie nécessairement affirmer la détresse. Signifie une position d'affirmation de la détresse. Et cette affirmation, pourquoi est-ce qu'elle a une force émancipatrice? Elle a une force émancipatrice car elle présuppose, et là c'est une question intéressante, une hétéronomie sans servitude. Elle présuppose une relation hétéronome, c'est-à-dire, bien, mon désir est causé par quelque chose d'extérieur. Extérieur, pas seulement en objet extérieur, mais extérieur à mon système de représentation. C'est pour ça qu'elle est contingente. Elle n'est pas contingente au sens aristotélicien du terme. Contingente, c'est ce qui pouvait être autre. C'est l'idée qu'on trouve chez Aristote. Elle est contingente dans un autre sens. Elle est contingente comme ça qui, n'appartenant pas à une situation donnée, lorsqu'il arrive, il reconstitue cette situation. Donc, la contingence dans le champ de désir signifie plus ou moins ça, n'appartenant pas à une situation donnée, lorsqu'il émerge, il reconstitue la situation où le désir circule. OK. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec une discussion sur l'émancipation politique? J'aimerais finir par là. Bien, parce que ce n'est pas évident qu'un affect de cette nature peut avoir une fonction politique, au moins, exception faite, à un modèle, disons, de psychologisation des demandes sociales où les demandes politiques deviennent une quête à des formes multiples de protection et de soucis de care. Bien, dans cette situation, les demandes politiques de transformation sociale deviennent une demande de protection dirigée à des instances établies de pouvoir. L'émergence des sujets politiques avec la force de transformation, elle n'est pas possible dans ce schéma. Car nous avons tout simplement des demandes de réparation à un pouvoir qui est constitué et qui est reconnu en tant que tel. Mais si pour Freud, accepter la vulnérabilité de la détresse est une condition fondamentale d'émancipation sociale, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une expérience de résignation en face de la vulnérabilité. Il ne s'agit pas d'une demande de protection pour des figures proto-paternelles d'autorité. Il ne s'agit pas non plus d'une expérience de, disons, exploitation politique de la peur. Ce que nous avons chez Freud est une façon d'affirmer la détresse avec son insécurité ontologique qui peut nous amener vers des conséquences comme la réduction des demandes envers des figures d'autorité basées sur la constitution fantasmatique de la souveraineté, ou même la réduction des demandes envers des croyances providentielles qui pouvaient nous guider notre compréhension téléologique du processus historique. Bien, la détresse nous montre comment les actions politiques sont toujours des actions fondées sur une insécurité ontologique. Et cela explique pourquoi la circulation de cet affect est aussi important pour cette discussion. Bien, j'insisterai à ne pas confondre cette idée de circulation de la détresse dans ce contexte avec l'acceptation résignée d'une forme quelconque de désenchantement lié à la
à la diminution de nos attentes de transformation sociale. C'est pas une question de défendre une maturité sociale, pensée comme l'acceptation de l'inexistence d'une providence qui pouvait nous guider. Comme si la maturité politique, c'était l'affirmation nécessaire d'un caractère déceptif de l'expérience commune. Bien, parce que dans ces cas, la détresse, elle devient très facilement, l'affirmation de la détresse, elle devient un genre d'affirmation de la mélancolie sociale. J'insisterai à comprendre d'une autre façon, qui est comprendre dans ce cas la détresse comme affirmation d'un genre de courage social face à la violence provoquée par la nature dispossessive des relations entre deux sujets et face à la irréductibilité de la contingence. Bien, en disant ça, je pourrais dire 2 ou 3 choses à propos de ce contexte actuel. Je crois qu'on a encore 5 minutes. Oui, le temps. Ok, c'est à toi. Donc, je vais finir ça en disant le suivant. Cette perspective qui cherche à voir une théorie des affects à la base d'une réflexion sur les politiques, elle est récupérée dans un moment historique comme le nôtre, et j'insiste, ce n'est pas seulement moi qui essaie de faire ça, il y a toute une tradition qui essaie de récupérer une politique des émotions, une théorie des affects sur les politiques. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Je dirais qu'il y a 2 raisons. Une est liée à l'autre. D'abord, j'insisterai que notre moment historique, il annonce de nouvelles phases de tensions sociales et politiques. Je pourrais même admettre l'hypothèse d'un sociologue allemand, Wolfgang Streeck, qui insiste que le capitalisme contemporain, avec son articulation entre une basse croissance, une dette chronique et l'explosion de l'inégalité, elle est rentré dans un processus irréversible de décomposition. Il ne peut plus garantir une forme quelconque de stabilité systémique. Mais il n'y a pas non plus une alternative à substituer le capitalisme jusqu'à maintenant. Dans cet horizon, nous voyons cette décomposition irréversible des macrostructures de protection sociale avec le renforcement d'une dynamique anti-institutionnelle qui accompagne ces processus avec une montée de l'expérience de l'angoisse. Donc, je dirais, ce n'est pas par hasard qu'une théorie des émotions, une théorie des affects est récupérée aujourd'hui. Bien, on est dans un contexte historique de décomposition, pas seulement des structures de reproduction matérielle du capitalisme, mais aussi de décomposition de la possibilité que le capitalisme ait de promettre en futur des protections de sécurité. On a vu comment le capitalisme a fait ça, par exemple, dans les années 60-70 avec le welfare state. On a vu après, comme le capitalisme a fait ça à travers le néolibéralisme, et ça c'est important aussi, rappeler que le néolibéralisme pendant un certain temps était une utopie, c'est-à-dire au sens de dire, bien, on va renforcer les forums de décision individuelle, on va faire sortir, disons, les structures macro-protectrices de l'État pour que les sociétés puissent déployer toutes ces forces de création, d'innovation. Bien, on voit très bien, c'est vraiment une exposition de délire collectif aujourd'hui, faire ces discours de néolibéralisme avec sa charge utopique, en disant non, mais en fait, grâce à ça, on va renforcer la possibilité même de création de richesses et de développement à l'intérieur de nos sociétés. C'est-à-dire, aujourd'hui, on rentre dans un modèle défensif du capitalisme.
chose du genre, personne ne croit exactement, mais il faut mobiliser, à partir de l'idée d'Howard, un genre de peur généralisé comme condition, disons, de soutien à un modèle qui est basé sur cette tripée, hein, basse croissance, dette chronique et explosion d'inégalités, sans aucune macrostructure de protection. Bien, l'émergence de cette dynamique vers la scène politique, aussi bien dans les pays centrales du capitalisme global que les pays périphériques du capitalisme global, elle casse l'illusion que les espaces plus connectés du capitalisme avaient consolidé une capacité de médiation sociale, de faire des médiations de conflits sociaux, hein, à travers l'engagement de tous les acteurs dans un processus institutionnel propre aux démocraties libérales. Dans ce contexte, l'illusion qu'on avait rentré dans une forme de progrès moral, c'est un terme qui apparaît, hein, qui pouvait, disons, un progrès moral qui pouvait donner espace à l'accommodation de la diversité des formes de vie dans un horizon normatif comment marqué par la tolérance, elle est totalement cassée. Bien, on voit ça ici d'une façon assez intéressante. Hein. C'est-à-dire, l'idée, j'insiste sur ce point, avec la décomposition des macrostructures globales de protection, il y a un élément aussi dans la vie sociale qui rentre en collapse, c'est la forme politique de cette structure de capitalisme. C'est cette forme d'une démocratie libérale qui serait capable de garantir une multiplicité de formes de vie à partir d'une certaine logique intégrative de tolérance, mais surtout si ces formes de vie étaient capables de se reconstituer à partir, disons, des demandes de subjectivation qui est propre du processus de production capitaliste. Mais en ayant face à cette situation, je dirais qu'on voit la montée d'une mobilisation affective dans les champs même de politique, qui devient chaque fois plus émotionnelle. Aujourd'hui, nous voyons cette redescription, ce processus impressionnant de redescription d'une logique de motivation politique dans une grammaire des émotions. Bien, il c'est absolument évident comment les luttes politiques, elles ne sont plus décrites comme les luttes éminemment politiques, avec des termes éminemment politiques, comme justice, équité, exploitation, dispossession, mais à travers des termes émotionnels, comme haine, frustration, peur, ressentiment, rage, espoir. Et dans un mouvement qui est complémentaire à cette logique, nous trouvons une nouvelle vague de politiciens qui semblent spécialisés dans la mobilisation des acteurs sociaux et des populations, comme s'ils étaient des sujets psychologiques. C'est-à-dire, ils sont spécialisés à faire des speeches, des paroles qui doivent être lues qui ne doivent pas être lues comme des confrontations politiques sur la vie sociale, mais comme des offenses, comme des disrespects, comme s'ils promettaient, comme des promesses permanentes, des exhortations au care et des choses pareilles. C'est-à-dire, il y a une mutation de discours politique. C'est pour ça que j'essaie d'insister. On voit ça très bien. Les mutations, c'est les discours politiques, sa grammaire propre disparaît. Il devient un discours de mobilisation émotionnelle. Mais pourquoi ça? Ça, c'est la question intéressante. C'est une régression de la rationalité politique. Qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte historique? Bien, on sait très bien que les paroles, elles constituent le locuteur. Un discours qui est construit comme offensif, son but, c'est de produire des sujets qui vont réagir comme offensés. Une parole offensive, elle est rusée.
car initialement, elle semble casser en genre de solidarité générique en face d'une justice qui n'est pas donnée contre une personne, mais donnée contre tout le monde, ou contre tout le monde dans cette personne, car elle essaie de casser cette émergence d'une réaction dans tout, car elle offende une personne. On ne dit pas, par exemple, vous avez offendu la société française en moi, parce que la société française n'existe plus, ou n'existe pas. Vous avez offendu moi. Donc, elle a une parole d'individualisation. Et cette psychologisation du discours politique, elle peut être comprise que si on comprend qu'elle a une forme d'individualisation. Même lorsqu'il attaque des groupes, elle individualise des groupes, elle empêche la création d'une certaine solidarité absolument générique. Et là, c'est bien, ça c'est la chose intéressante. Je finis en disant ça, j'avais parlé du rapport d'affect et politique, et j'ai laissé un peu de côté la question de la corporéité de politique. Même si j'ai insisté au début, eh bien, l'affect, c'est la façon dont les corps rentrent en relation. Cette dimension du corps politique, elle a une double dimension. Elle a une dimension qui est liée à la constitution des liens, bien, dans des situations, disons, des contacts corporels stricts, mais elle a aussi une dimension structurelle. Parce qu'elle insiste sur la constitution d'une certaine forme d'unité sociale qui est décrite sur la forme du corps social. Et cette métaphore de corps social n'est pas simplement une métaphore, elle a une description de la façon dont la société s'est constituée en tant que telle. Elle s'est constituée comme corps. Bien, cette métaphore de corps, elle apparaît depuis Platon. Elle est aussi une métaphore absolument présente dans l'histoire de la pensée occidentale, avec plusieurs versants. Il y a des théories de la démocratie qui ont insisté que cette notion de la société comme un corps, c'était une notion autoritaire. On peut voir ça comme chez les forts, par exemple. Mais on connaît très bien d'autres usages de la notion de corps politique qui n'ont rien d'autoritaire. Je pourrais appeler Spinoza là-dedans. Mais la question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on doit, j'insisterai sur ces points, c'est pas possible de faire une distinction entre théorie des affects et une théorie des corps social, parce que les affects politiques sont la façon dont un corps social se constitue. Et ça serait intéressant de se demander comment un corps social se constitue à partir de la circulation de la détresse. On pourrait faire ça après. Mais de toute façon, j'insisterai, cette psychologisation du discours politique aujourd'hui, elle a un but. Le but, c'est d'empêcher une forme de corps social. C'est une forme de corps social qui est marquée par une certaine interdépendance générale, et un genre d'interdépendance générale qui est aussi, disons, expression d'un type d'interaction entre des sujets et entre des objets. J'insisterai, parce que tu m'avais dit que je n'avais pas parlé de Hölderlin dans les livres, j'insisterai, je finirai en rappelant d'un vers de Hölderlin, qui est dans un poème qui s'appelle Dichtermut, courage des poètes, comme ça, et qui était un vers assez important pour Adorno. Adorno l'utilisait pour parler d'une subjectivité qui n'est plus une subjectivité propriétaire, qui se comprenne comme affirmation propriétaire de soi. Donc, c'est une subjectivité qui peut avoir des rapports de dépossession. Donc, c'est quelque chose qui vient avec cette idée, disons, d'affirmation de la détresse. Bien, les vers en traduction en français, ça doit être quelque chose comme... bien, je vais lire en allemand, comme ça, si je rate la traduction, vous pouvez m'aider.
So wandle nur wehrlos fort durch Leben und fürchte nicht. Donc, va sans armes, wehrlos, en direction à travers la vie et n'aie pas peur. L'idée de pouvoir aller sans armes, comme une figure fondamentale d'une certaine subjectivité marquée par une compréhension d'une ouverture qui est une hétéronomie sans servitude, me semble absolument fondamentale pour la création de nouvelles formes de solidarité. C'était ça. Merci. Un grand merci, Vladimir. Alors, on va procéder comme ça. Je vais peut-être faire 2-3 petites remarques, mais je ne vais pas prendre la parole longtemps, en fait, parce que je suppose que, comment dire, beaucoup de gens veulent intervenir ou réagir. Oui, je voudrais juste peut-être commencer comme ça, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire montrer la photo par laquelle s'ouvre ton livre, qui est reproduite. Quand tu parles de, comment dire, de la détresse, Hilflosigkeit, comme, comment dire, le principe ou la condition d'expérience politique émancipatrice, l'image, parce que là tu as, comment dire, exposé, je le dis pour les gens qui écoutent, c'est-à-dire à peu près la première partie de ton livre. C'est donc il y a encore beaucoup d'autres choses, et notamment il y a une esthétique, voilà, qui est à l'œuvre. Donc c'est cette image-là, que je veux dire, qui vient à l'esprit ou que tu as à l'esprit, et qui donne, comment dire, un sens, une tournure très très forte à ta proposition, à la fois théorique et politique. C'est pour ça que je parlais de, j'évoquais Hölderlin, je te demandais, est-ce que, voilà, c'est Empédocle, le sceau d'Empédocle, c'est-à-dire que c'est vraiment la proposition, comment dire, que le saut dans le vide, tu n'as pas prononcé mais c'est un terme que tu utilises plusieurs fois, que le saut dans le vide n'est pas un saut dans un espace vide, mais au contraire, ce qui va défaire en quelque sorte, comment dire, l'espace vide, la vacuité de l'espace, de l'espace d'aliénation, pour libérer, comment dire, des possibilités, et je dirais même, je paraphrase, enfin je veux dire, une pluralité, une multiplicité, une myriade, tu dis, de fantasmes, de représentations, de relations, etc. Donc, la proposition est très très forte, enfin je veux dire, dans sa dimension prescriptive en quelque sorte. Voilà, jetez-vous dans le vide, expérimenter, enfin, comment dire, la détresse, j'allais ajouter la détresse totale ou absolue, mais tu l'as bien défini comme, comment dire, absolue, c'est la condition, c'est ce qui va peut-être nous permettre de sortir de là où nous sommes, et le livre lui-même, tu le disais, plus ancien que l'épisode Bolsonaro. Je dis épisode parce qu'on espère que c'est la fin de l'épisode, enfin, ou la fin de la série, enfin, je veux dire, même. Mais c'est, comment dire, voilà, c'est aussi quelque chose qui prend sens par rapport à la détresse que nous traversons, et par rapport à quelque chose de plus fondamental aussi, que tu rapportes, comment dire, à la souffrance spécifique que tu appelles la souffrance spécifique du paradis néolibéral. Et cette souffrance spécifique, alors c'est une autre proposition cette fois-ci, qui est une proposition, comment dire, d'analyse,
très très forte aussi, un peu troublante, hein, mais enfin bon, mais peu importe, enfin, mes propres réactions. C'est-à-dire que ce dont nous prive en quelque sorte la capture néolibérale des vies, hein, si on résume les choses comme ça, hein, eh bien, c'est de notre insécurité ontologique. C'est-à-dire de ce qui s'éprouve précisément, hein, dans le saut dans le vide, hein, c'est-à-dire la Hilflosigkeit, la détresse. Hein. Et là, tu le formules dans des termes qui sont des termes que tu, comment dire, que tu empruntes évidemment à la psychanalyse, enfin, mais qui, du coup, ça a une résonance d'autant plus forte. Hein. Tu parles de spoliation, hein, ce dont on est spolié. Hein. Eh bien, alors c'est une spoliation affective, hein, c'est une spoliation d'affect. Hein, et ça, tu as expliqué là, tout à l'heure, enfin longuement, précisément, dans quelle mesure, effectivement, il fallait repenser la politique, l'action politique à partir des affects, hein, mais pas les affects habituels, hein, la peur, l'amour, etc. Hein. C'est l'affect de l'Unheimlichkeit, hein, c'est-à-dire de l'étrangeté. Donc, et tu emploies 2 fois dans le livre, j'ai lu et relu ça un peu dans la nuit et dans la fatigue, hein, donc peut-être qu'il y a plus de 2 fois, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, moi, je l'ai noté 2 fois, hein, c'est-à-dire spoliation de l'affect de l'étrangeté, spoliation de l'Unheimlichkeit. Hein. Et ça, c'est un énoncé qui est quand même très, très, comment dire, très, très fort et qui opère effectivement un déplacement par rapport à, comment dire, à la critique du capitalisme et par rapport à ce qu'on peut penser, enfin, c'est-à-dire comme politique d'émancipation. Bon, peut-être tu peux rebondir là-dessus, mais je donne une petite réaction parce qu'on a un peu échangé tout à l'heure sur, je t'ai dit effectivement, tiens, c'est marrant, Hölderlin, il est nulle part voilà. Bon, il vient à la fin, il vient parfaitement à la fin. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui est absent, c'est Schelling. Je me suis dit, Schelling, et tu m'as dit, ah oui, mais parce que je ne sais pas où le mettre. Bon, et en fait, il a une place qui vient, comment dire, de soi, enfin tout seul, c'est-à-dire Das Unheimliche, le texte de Freud, commence par une référence à Schelling. Voilà. Et une référence extrêmement curieuse, puisque elle dit en gros quelque chose comme ça, c'est-à-dire, je n'ai pas lu Schelling, hein, mais j'ai lu un article, je crois que c'est ça, enfin, je veux dire, dans une encyclopédie ou un dictionnaire de philo, j'ai plus ça en tête, c'est des lectures assez anciennes, et c'est la même chose que ce que je raconte. Hein, et puis après, on passe à autre chose. Et je pense que, enfin, moi j'entends là derrière, enfin, je veux dire à la fois la proposition que tu fais, la proposition politique, la proposition critique, etc. Je reconnais derrière, et même dans certaines formulations, comment dire, cette métaphysique qui est devenue centrale peut-être à partir du cours de 1936 d'Heidegger sur le Freiheitsschrift, sur le texte sur la liberté humaine de Schelling. Hein. Donc, ce n'est pas à partir du texte de Schelling, mais à partir de cette espèce de, comment dire, d'alignement, comment dire, que fait historique ou historial, enfin, je veux dire, que fait Heidegger entre 1936 et 1809. Hein. Donc, cela, c'est-à-dire cette métaphysique, en quelque sorte, comment dire, d'un soulèvement du fond, c'est-à-dire l'idée, la Seinsfuge, hein, c'est-à-dire l'idée au fond qu'on retrouve dans la formulation même que tu donnes. Il s'agit de penser donc de penser des expériences politiques possibles d'émancipation. Hein. Tu dis, je te cite, qui brise la distance entre le symbolique et le réel, permettant que monte sur la scène du politique un réel qui ne peut être confondu avec la projection d'unités fortement normatives, mais qui est l'effondrement des identités collectives. Hein. C'est bien ça, c'est-à-dire c'est la manière dont
le sans-fond, hein, monte à la surface, vient sur la scène du politique, et c'est, comment dire, cette image-là, effectivement, du saut, c'est-à-dire le saut, c'est à la fois un acte de rupture, de séparation, et en même temps, ce qui va, et en même temps un acte de dissolution. Enfin, c'est ce qui va accorder et associer précisément séparation et dissolution. Bon, cette métaphysique-là, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est... voilà. Alors, bon, ça c'est un premier ensemble de remarques, c'est-à-dire est-ce que c'est par le soulèvement du fond, c'est-à-dire cette espèce de manière de se jeter dans l'Ungrund, dans le sans-fond, que, comment dire, on peut réparer ou restaurer en quelque sorte une capacité d'émancipation. Je ne vais pas garder trop longtemps la parole. Je montre quand même cette image parce que j'aimerais bien que tu la commentes, puisque en cherchant la photo, je suis tombé sur une autre. Par contre, voilà, nouveau partage, qui est tout à fait intéressante aussi, c'est celle-là. Et oui, bien sûr, c'est un photomontage, c'est-à-dire que, comment dire, il y a ses copains, comment dire, qui sont en dessous et qui évidemment, comment dire, sont là pour le rattraper. Et donc, voilà, la structure de protection, enfin, je veux dire, elle est... Qu'est-ce qui rattrape? Oui, c'est bien. Bon, je vais arrêter le partage. Après, tu réponds à ce que tu veux. Le moment qui m'a aussi le plus intéressé, accroché, c'est sur Moïse. Puisque tu fais, à partir du Moïse de Freud, tu exemplifies en quelque sorte, comment dire, cette idée de la détresse ou la dissolution comme, comment dire, lieu en quelque sorte de l'émancipation. Et tu comprends l'assassinat de Moïse, dans le... Donc, comment dire, j'allais dire l'acte premier constitutif en quelque sorte du monothéisme, comme ce qui dissout l'identité déterminée de tout élément intrasocial, ce qui déconstitue le peuple comme catégorie politique, ce qui libère un mouvement de déconstruction du peuple comme unité autoréférentielle, etc. Et donc, d'une certaine manière, tu présentes le monothéisme, enfin, le mosaïsme, le monothéisme mosaïque, comme exemple de ce processus d'émancipation par dissolution, par la détresse. Bon. Alors, évidemment, moi, j'ai fait l'été dernier plongé dans le livre de Yann Assmann, Moïse l'Égyptien, et qui dit exactement l'inverse de la distinction mosaïque, c'est-à-dire comment le mosaïsme est une contre-religion qui vient en quelque sorte, comment dire, contredire les possibilités même d'un monothéisme inclusif, qui est propre au polythéisme lui-même, et qui est, comment dire, qui se présente dans le mouvement même, le cadre même de la pensée polythéiste, au profit d'un monothéisme exclusif, qui lui est révolutionnaire, etc. Et il oppose précisément, enfin, il met en jeu, en étant inspiré par Freud aussi, comment dire, le rapport Akhenaton-Moïse, Akhenaton qui a été effectivement effacé de l'histoire, peut-être assassiné, etc. Et Moïse, dont on ne sait même pas s'il existe, on n'a aucune preuve, et qui serait donc comme une espèce de survivance en quelque sorte, voilà, mémorielle, enfin je vais dire,
d'Akhenaton et de l'assassinat d'Akhenaton. J'insiste pas là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que le monothéisme exclusif, mosaïque, c'est à partir des éléments d'égyptologie et d'histoire mémorielle qu'il met en avant, est un anticosmothéisme, et il oppose pour le coup ce mosaïsme exclusif, ce monothéisme exclusif-là, à tout le courant qui va aboutir dans la philosophie européenne, et notamment dans la philosophie allemande, et il passe par Reinhold, etc., pour resituer la place du spinozisme, qui va aboutir précisément à une forme précisément de restauration du cosmothéisme, dans le cadre et dans le jeu même précisément de la pensée monothéiste. Donc, voilà, c'est juste une remarque, mais qui est une remarque en fait, et j'arrête là, qui porte sur comment on peut exemplifier effectivement, ta proposition, c'est-à-dire quel moment historique, quelles luttes contemporaines peuvent répondre à cette idée d'une émancipation par la restauration en quelque sorte de l'insécurité ontologique. C'est ça. Voilà. Bon, je m'excuse si j'ai un peu. Non, merci beaucoup, Christophe. Je crois que j'ai bien compris quelques questions. Je touche vraiment à des points qui à partir de la présentation du livre, ont été soulevés aussi et qui me font jusqu'à maintenant penser. D'abord, cette question sur les limites, j'ai bien compris, de ces modèles, disons, de soulèvement du fond au modèle d'émancipation. Oui. Oui. Et je crois que le fait d'utiliser, disons, la vraie image de Yves Klein est une façon de poser une très intéressante question, de dire, bien, cette affirmation presque héroïque de la dépossession et de la détresse comme fondement de l'émancipation sociale ne peut se faire que s'il y a des gens en bas qui sont en train de garantir que tu ne vas pas toucher les fonds d'une façon absolue. Et c'est intéressant, surtout dans les contextes latino-américains, car le livre a beaucoup circulé. Il y avait toujours, surtout dans les gens liés aux mouvements sociaux, qui disaient « oui, mais ça, c'est très abstrait, car en fait, nous sommes dans une dynamique de récupération des appartenances, des récupérations de territoires, qui est une stratégie politique majeure dans des luttes contre, disons, la suggestion à des formes d'invisibilité. C'est-à-dire sont des groupes qui ont été totalement invisibilisés dans l'histoire même de nos pays. Et je disais, mais pour nous, ça ne fait aucun sens. C'est complètement au contre-courant de la dimension la plus pratique de nos luttes. Et on a eu une discussion très intéressante là-dessus, parce que j'insisterai sur deux points. Je continue à soutenir cette idée, mais c'est vrai qu'avec une inflexion, bien sûr, il y aurait une façon, disons, plus paresseuse de trouver une solution, consisterait à dire, bien, oui, mais le fait d'avoir un usage provisoire de la notion d'identité ne signifie pas dans l'horizon fondamental de la lutte, il y a la constitution d'une universalité réelle qui n'a jamais existé. C'est important, parce que, bien sûr, on a vu pas mal de fois où le discours de l'universalisme a montré sa versant le plus conservateur, qui était toujours de dire non, mais la situation institutionnelle actuelle, elle a déjà une puissance d'universalisation. Bien, ce qui, je dirais,
c'est absolument critiquable. On pouvait même dire non. S'il y a eu des moments d'expérience universaliste, ils ont été des moments assez courts dans notre histoire, la révolution haïtienne, les 71 jours de la Commune de Paris, bien, ça ne fait pas beaucoup, une certaine, entre autres choses. Donc, ça c'est d'un côté, mais je crois qu'il y a une discussion plus intéressante à faire, cette remarque, non, il y a des usages provisoires des notions de texte sont possibles. C'est vrai, dans un moment du livre, j'insiste, peut-être la catégorie de peuple, c'est une très mauvaise catégorie politique. Elle peut avoir un usage provisoire, mais pas vraiment un usage d'une ontologie, à l'intérieur de l'ontologie politique. J'insisterai sur les suivantes. On voit dans les dimensions concrètes de lutte comment est-ce que l'usage du territoire elle devient une condition fondamentale d'émancipation. Il y a un modèle assez intéressant. Par exemple, dans l'histoire latino-américaine, il y a les plus grandes révoltes indigènes qui ont été au XVIIIe siècle. Ils ont été lidérés par un personnage historique qui s'appelait Tupac Amaru. C'est arrivé au Pérou, c'était d'une violence énorme, 100 000 personnes ont été mortes. Et c'est très intéressant parce que c'était pour la première fois une révolte. Il n'y a pas eu dans l'histoire américaine quelque chose pareil. Bien, la indépendance américaine est une indépendance des colons. C'est pas vraiment une révolte indigène. Et eux, c'était vraiment une révolte indigène qui essayait de faire un jeu de répétition historique qui consistait, par exemple, Tupac Amaru, ce n'était pas son nom, je pense. Il était une figure qui était au milieu, d'une certaine façon, entre la société créole et la société indigène. Donc il était intégré, c'était indigène intégré, qui d'une certaine façon, fait en devenir en cas. On va devenir en cas. Il revient en utilisant la figure du dernier empereur Anka qui a été assassiné par le conquistador espagnol, c'est-à-dire que c'était Tupac Amaru. Donc, c'était la figure même de la mélancolie sociale. C'était la forme même de la fin de l'empire Anka, la fin de l'autochtonie et la fin de l'autonomie et le devenir colonisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend une chose assez impressionnante. Il comprend en fait que la première condition pour l'émancipation, c'est de faire arrêter la mélancolie. Et pour faire arrêter la mélancolie, il faut enlever le passé de la répétition de la catastrophe. Parce que, bien sûr, cette bataille, la mort de Tupac Amaru, elle n'est pas une chose qui se répète tous les jours. C'est-à-dire dans toutes les situations où un indigène s'est vu dépossédé par les colonisateurs, détruit par les colonisateurs, bien, c'est cette mort qui revient. Donc, qu'est-ce qu'il a compris? Il faut que cette mort s'arrête. Il faut arrêter cette mort, mais la seule façon d'arrêter, c'est de répéter ces processus, reconstituer ce processus, mais maintenant sous la forme de la victoire et de la lutte. Donc, il s'est nommé Tupac Amaru 2. Il même créé une généalogie qui n'existait pas, ou peut-être existait, mais ça, c'est pas certain, mais ça c'est pas seulement... c'est irrélevant. C'est relevant parce que c'est le geste politique, c'est la chose relevante dans ce contexte, il est clair. C'est-à-dire, on doit sauver le passé de sa mélancolie, de son exil. Ça, c'est la condition fondamentale pour le processus d'émancipation. Donc, c'est vrai, le territoire, il joue un rôle là, de façon assez claire et assez forte. Mais la question intéressante, c'est quel rôle? Et là, il y a toute une question. C'est un rôle de dire non, ça c'est notre territoire, au sens qui on va reconstituer certains genres de liens, ou c'est une puissance de création de futur.
c'est une autre chose. Peut-être c'est une autre chose. Et si c'est une puissance de création de futur, hein, alors la question intéressante, c'est j'aurais une question schmittienne, qui est Schmitt, bien, qui est les types qu'on connaît. De toute façon, parfois, comme ces types terribles, ils ont des intuitions assez justes. Ils disaient une chose, bien, si on veut comprendre qu'est-ce que signifie patrie, nation, État, peuple, et tous les autres concepts politiques, il faut se demander d'abord contre qui ces concepts sont mobilisés. Et je dirais, bien, pour comprendre cette territorialité, il faut vraiment cette autochtonie, il faut vraiment se demander contre qui cette autochtonie est en train d'être mobilisée. Et contre qui, c'était pas seulement contre un colonisateur, mais c'était aussi contre le système de colonisateurs. C'est le système parce qu'ils n'ont pas colonisé parce qu'ils voulaient plus d'espace. Parce que voilà, l'Espagne n'avait pas beaucoup d'espace. Ils ont colonisé parce qu'ils voulaient intégrer toute la population, toutes les forces de travail dans un système de production qui détruisait pas seulement le rapport à l'espace, mais aussi qui détruisait une chose absolument fondamentale, les rapports aux choses, les rapports aux objets, les rapports à des objets qui ne sont pas seulement propriété des gens, mais qu'ils étaient de force de circulation libre. C'est-à-dire, ça c'est intéressant de se demander, bien, si ça c'est cette autochtonie, donc l'autochtonie qui récupère une certaine possibilité, c'est cette possibilité, bien, qui est une possibilité de vivre dans un espace qui n'est pas simplement la projection propriétaire des sujets, mais ça selon la projection propriétaire des individus. Donc c'est un espace où cette insécurité ontologique, elle peut circuler. Elle peut circuler parce que, en fait, pourquoi insécurité ontologique? Parce que, bien, c'est les événements, les choses ne sont plus soumises à la sécurité ontologique de ce lieu, des lieux établis. Elles sont en constant changement de place. Un peu comme par exemple, Viveros de Castro, qui avait cette idée qui, c'est quoi le perspectivisme amérindien? On peut toujours passer à l'autre place, et d'une certaine façon, les objets peuvent passer à notre place aussi. Les jaguars peuvent, d'une certaine façon, occuper notre système de rapports sociaux. Je peux être l'objet de ces... Je sors de la question du sujet, je deviens objet mon sang devient objet de jaguar. Donc, j'insisterai, c'est un type assez spécifique de territoire qui n'est pas le territoire de la défense autochtone d'un peuple, mais c'est vraiment le territoire dans l'espace d'expérience qui a été écrasé par le développement, pas de rapport colonial, mais aussi de ce que ces rapports signifiaient la sujétion capitaliste du monde. Oui. Ça, c'est pour la première question. Sur la question de Moïse et la déconstitution du peuple, oui, je vois bien les problèmes. Je trouve assez intéressant cette lecture d'Asman que tu as apportée. J'insisterai seulement sur un point. En fait, je parlais sur le Moïse de Freud pour une raison assez spécifique. Je crois qu'il y a un contexte historique dont on ne prend pas en compte. Peut-être j'aurais dû aussi être plus clair là-dedans, à propos de pourquoi faire ce passage vers le Moïse, parce que ça peut paraître aussi une dérive conservatrice. Genre, on va récupérer, c'est pas possible, on va commencer à parler de la force, disons, anti-iconique du monothéisme, encore une fois. Mais j'insiste sur un point qui est cette construction que Freud fait, c'est une réponse à une situation historique précise. C'est une réponse à la montée du fascisme. C'est son texte politique qui est écrit, mais ça c'est absolument clair. Il est écrit en 1939. Bien sûr, il pense à deux choses en fait. D'abord, il pense à cette constitution du peuple en tant qu'unité collective. Il voit dans le fascisme que ça signifie. Il va créer cette mythe. Il crée deux mythes, au sens lévi-straussien du terme. Il crée les mythes
de Totem Tabou, et ça, Lévi-Strauss a bien compris, en disant, c'est un mythe, mais c'est ça qui est la chose impressionnante, parce que, c'est-à-dire, il a pensé comme les mythes. Donc, il a réussi à donner une forme, une structure formelle à une contradiction sociale à travers du mythe de père primitif, de père de la Horde. Mais il y avait aussi un deuxième mythe, c'était son Moïse. Et là, je dirais que la chose intéressante, c'est que devant la montée d'une certaine notion de l'identité collective, comme la forme même de la défense paranoïaque catastrophique de la dispersion sociale, il insiste sur cette figure qui, comment est-ce qu'on détruit ces mythes? On va vers l'origine et on trouve à l'origine pas seulement un assassinat, ça c'est pas la chose la plus importante, mais on trouve dans l'origine une duplication fondamentale. On trouve deux Moïse, et surtout un Moïse qui n'est pas juif, qui est un Égyptien, un Dieu qui n'est pas un Dieu juif, qui est un Dieu de la tribu qui est Jéhovah, qui est d'une tribu arabe. Donc, on trouve dans l'origine la décomposition de l'originaire. Et si on trouve dans l'origine la décomposition de l'originaire, on trouve donc dans le fondement l'effondrement de la possibilité même d'un rapport de similitude entre le fondement et le fondé. Donc, ça, je trouve que c'est une stratégie politique intéressante. C'est cette façon de constituer un rapport, récupérer un rapport à l'origine, mais pour l'exploser. Pour dire, en fait, voilà, c'est pas, on ne va pas constituer l'unité d'un corps. Ce n'est pas possible de constituer l'unité d'un corps, mais on va déconstituer le peuple en tant qu'unité. Oui, je crois que ça, dans ce contexte, disons, de montée du fascisme, le texte devient un texte d'intervention. Et surtout, il avait aussi une autre dimension qu'on oublie souvent, que c'est le caractère. Freud était contre, par exemple, il a envoyé une lettre à Chaim, c'était le type qui a rentré en contact avec lui pour demander un soutien pour la construction de l'État d'Israël. Et elle était contre. Elle était contre exactement parce qu'il disait non, mais c'est encore un autre effacement des territoires. Et là, il insiste. Bien, je ne comprends pas comment est-ce qu'on va commencer à faire une constitution d'une identité qui n'existe plus. On devait penser en rapport non identitaire au lieu de constituer une identité artificielle. Et bien sûr, ça n'a pas été pris, mais de toute façon, c'était intéressant. Sa réponse, c'est constituer un Moïse égyptien. C'est un peu l'argument, je crois que c'est l'argument d'Edward Said dans ce livre assez beau, Freud et les non-européens. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je laisse la parole maintenant à qui veut intervenir dans les salles virtuelles et actuelles. Raphaël, peut-être on fait comme en début de semaine, peut-être tu viens ici pour que tout le monde puisse t'entendre sur le Zoom. Bonjour, merci. Et je pense que l'un des indices chez Freud, qu'il est vraiment question de la situation politique, il est terminologique, c'est que lorsqu'il parle de la situation historique biblique, il n'emploie pas les termes qui sont en vogue à l'époque dans l'historiographie, qui sont ceux d'Hébreux et d'Israélites, et il dit tout le temps les Juifs. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est un non-sens historique. Et le terme même de judaïsme appliqué à cette époque-là, je pense, c'est un non-sens historique. Parce que même si, par exemple, en grec, le terme de judaïsmos, etc., existe, il ne désigne pas du tout ce qu'on désignerait nous comme étant les juifs. Et la deuxième chose, c'est sur cette idée d'une dissolution de l'origine.
En fait, j'ai pas l'impression que ça soit ça l'enjeu fondamentalement. J'ai pas l'impression qu'ils cherchent à dissoudre l'origine, mais plutôt à dire qu'il y a une forme d'impureté originaire, plus exactement. Et ce sur quoi il va appuyer son argumentation selon laquelle il y a une impureté originaire du peuple juif, c'est sur le fait qu'en réalité, le peuple juif est déjà une unité entre plusieurs éléments, et entre des éléments néo-égyptiens et des éléments dont il dit qu'ils sont madianites, en quelque sorte. Et peut-être c'est pour ça qu'il invente ces deux Moïse, en quelque sorte. Donc je ne sais pas si cette idée d'une dissolution de l'origine est vraiment ce qui est en jeu dans le texte de Freud, en tout cas. Peut-être dans votre approche davantage que dans le texte de Freud. Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose comme une impureté native, en quelque sorte? Non, l'idée est intéressante. Je crois que l'idée d'impureté, elle peut être défendue parce que c'est vrai, elle montre, disons, que la constitution même d'une unité collective, elle se déploie dans un champ hétéroclite. Et la question fondamentale de cette unité, c'est comment est-ce qu'on va constituer une unité qui ne refoule pas les caractères hétéroclites de son fondement. Mais je me demande, parce que j'étais en train de voir ici, il y a la façon dont Freud commence le texte, que je trouve que c'est assez intéressante. Peut-être on pouvait reprendre pour cette discussion. Il est... Non, il est presque là. Si je me rappelle... non, c'est presque... Voilà. Ouais, c'est ça, de posséder la communauté d'un peuple, de l'homme qu'elle célèbre comme le plus grand d'entre ses fils, n'est pas quelque chose qu'on entreprendra volontiers ou à la légère, surtout quand on appartient soi-même à ce peuple. Mais on ne se laissera déterminer par aucun exemple à repousser la vérité au profit des prétendus intérêts nationaux. Et l'on est d'ailleurs aussi en droit d'escompter de la clarification d'un état des choses en gant pour notre connaissance. Je trouve intéressant la façon dont il commence avec cette idée que la conscience de déposséder la communauté d'un peuple de l'homme qu'elle célèbre comme le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire va déposséder la communauté dans ce fondement le plus important, parce qu'il concerne la façon dont le peuple s'est constitué. C'est le récit de la constitution du peuple, comment est-ce qu'on est constitué à partir d'un exil, à partir d'une quête. Et là, c'est une chose, pour moi, c'était toujours très intéressant. Moïse, ce n'est pas exactement celui qui donne au peuple son territoire. Donc, Moïse, c'est celui qui met le peuple dans une dérive. Parce que moi, je me rappelle bien, lorsque j'étais enfant, je regardais la carte et je regardais les Sinaï. Je me disais, non, ce n'est pas possible qu'on se perde pendant 30 ans là-bas. Il n'y a pas d'espace. Même si on essaie dans 30 ans, c'est quand même trop. Donc, pour un espace minimal. Mais la chose intéressante, à part le côté anecdotique, la chose intéressante, c'est quelle est la fonction donc, de ces rapports Moïse et son peuple. Ils mettent le peuple sur une dérive continuelle. Et peut-être c'est ça que je crois c'est la question de Freud. Comment est-ce qu'on peut constituer un lien à partir de la dérive, de cette dérive? Ouais. Merci. Merci. Je sais pas si quelqu'un veut. Oui, je viens voir. Vous pouvez mettre aussi dans le chat si vous voulez intervenir. Alors, déjà, c'était très, moi, je trouvais ça très intéressant. Donc, déjà, merci. Et je me demandais dans quelle mesure l'identité, c'est pas une réponse à ce refus de la détresse. Et est-ce que le retour à un territoire et à un rapport qui serait plus
régie par justement les rapports du capitalisme, serait une réponse peut-être plus adaptée. Donc, non, ça c'est une des questions, je crois, les plus intéressantes même, qu'on m'a posé plusieurs fois. Hein. Si on doit, disons, limiter l'identité à une réponse à la détresse. Hein. Et j'insisterai, il y a une dimension, ça dépend vraiment du moment du débat, parce que, par exemple, il y a une dimension défensive de la notion d'identité, mais l'idée de défense, elle change. Je peux donner un exemple. Au moins dans le contexte brésilien, on a pas mal discuté ces points, car il y avait toujours ceux qui ont un système, non, mais tout usage politique de l'identité doit être vu comme un usage régressif. Et là, j'étais un de ceux qui ont disait non, mais l'identité est surtout la défense contre notre identité. Et donc, si on veut, disons, récomposer le champ du débat politique au-delà de notre identité, il faut d'abord se demander quelle est l'identité plus forte, c'est-à-dire quelle est l'identité qui oblige que le débat, les points de friction du débat, se réorganisent à partir des idées d'identité contre-pouvoir. Et bien sûr, par exemple, on sait très bien comment notre universalisme est identitaire. Hein. C'est-à-dire, il a une identité blanche, avant tout. Ça, c'est la plus importante. En tant qu'elle existe, il y aura toujours, tous les restes va se reconstituer comme identité. Donc, la proposition, disons, de décomposition d'identité, elle se tourne vers cette identité d'abord. Hein. Parce qu'en se déconstituisant cette notion blanche d'identité, et qu'on peut, en fait, reconstituer les champs politiques. Je peux donner un exemple politique qui, pour moi, c'est absolument intéressant. Lorsque les Haïtiens ont réussi à chasser les Français et les troupes de Napoléon, hein, et ça, c'est intéressant. Bien, la France, je crois que c'est le seul pays au monde qui a dû proclamer l'abolition de l'esclavage 2 fois. Hein. Donc, lorsqu'ils ont réussi à faire ça, ils ont créé une constitution qui c'est une pièce d'intelligence politique absolument incroyable. Par exemple, il y a dans certains articles de cette constitution, je crois que c'est 14, 15, 16, une loi qui empêche tous les Blancs d'avoir des terres en Haïti. Mais il y a l'article suivant va définir qu'est-ce que c'est noir. Et noir, en fait, ils disent sur noir, il y a aussi bien tous ceux qui sont nés ici, là, et les Polonais, les Allemands. Et je me suis dit, mais Polonais, mais qu'est-ce que les Polonais sont en train de faire là? Et là, bien, je cherchais historiquement, il y avait une division des Polonais dans les troupes de Napoléon. Hein, mais ils étaient là en pensant qu'ils allaient se battre bien contre une insurrection, quelque chose de notre ordre, pas seulement un soulèvement populaire. Hein. Et il y a un moment, bien, il y a dans ce livre, Le Jacobin Noir, qui décrit assez bien, où les troupes de Napoléon entendent la Marseillaise être chantée de l'autre côté. Et là, les Polonais se demandent, contre qui on est en train de se battre. On est en train de se battre contre ce qu'on croyait être notre propre idéal. Donc, ils sortent, sont 100 000 Polonais qui sortent des troupes avec les armes pour se battre avec les Haïtiens. Et là, la Constitution disait non, mais ils sont noirs. Et ça, c'est la chose, c'est l'intelligence, disons, politique impressionnante. C'est-à-dire, ils ont utilisé un terme qui était d'exclusion jusqu'à là, c'est un terme de ségrégation, hein, pour dire non, mais ça, c'est la vraie universalité. C'est la vraie universalité à venir. Hein. C'est-à-dire, la question intéressante de la discussion universaliste, c'est qui peut parler au nom de l'universel. Hein. Et bien sûr, ceux qui ont été chassés d'universalité fausse, hein, peuvent produire une universalité réelle. Hein. Et c'est un peu ça qui se passe à ces moments. On dit, bien, noirs sont tous ceux qui se sont battus avec nous, même si ce type est aussi blanc comme un Polonais. Hein. Donc, je dirais, dans ces cas, tu vois,
c'était une façon de constituer la compréhension. Comment est-ce qu'on décompose l'identité forte. La force politique, c'était de décomposer l'identité forte. Lorsqu'elle est décomposée, de nouvelles rapports peuvent s'établir. Mais en tant qu'elle ne se décompose pas, bien, tout est figé. Mais bien sûr, notre critique politique, elle a quelque chose de malhonnête, parce qu'on commence à parler d'identité contre exactement ces forces qui se sont organisées pour montrer le caractère fausse de l'universalité actuelle. C'est qu'il y a quand même une chose d'abord assez bizarre, assez bizarre, non, mais assez compréhensible du point de vue politique, mais pour de mauvaises raisons. Mais d'autre part, j'insisterai sur un point, c'est que l'identitarisme, c'est un risque général de politique. C'est-à-dire, par exemple, on prend le marxisme. Il y a un usage identitaire de la notion de prolétaire, assez terrible. On parlait des états prolétaires, on parlait des cultures prolétaires, en oubliant qu'en fait, prolétaire, pour Marx, c'est le nom d'une négativité en action. Donc, toute forme politique a ce genre de risques. Et donc, c'est assez singulier, c'est assez expressif, c'est assez symptomatique qu'il n'y ait que pour un genre de lutte qu'on utilise ça, en oubliant tous les risques de tous les autres. Donc, ça montre un peu le caractère, disons, malhonnête de débat, certains gens. Donc, je comprends cette question de l'identité comme qui n'est pas simplement en réponse à la détresse. Je dirais même, bien, une relation de solidarité générique basée sur la circulation de la détresse, ce n'est pas qu'elle détruit l'identité, mais elle peut donner à l'identité la légèreté d'une réponse non défensive, mais d'une affirmation de singularité. C'est une chose qu'on ne connaît pas, ça c'est vrai, mais qu'on connaît jusqu'à maintenant, parce que c'est tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, ce sont des stratégies à l'intérieur d'une guerre civile, qui est un peu le nom de nos vrais rapports sociaux. Parce que juste à un moment, vous avez dit qu'aujourd'hui, la politique est devenue plus affectisée et qu'il y avait qu'en fait, en offensant, du coup, on créait le sentiment d'être offensé. Et du coup, je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que du coup, les politiciens ne créaient pas justement des identités comme ça en offensant, en fait. Et du coup, en faisant des séparations selon les offenses en fait, qui sont faites. Oui, non, mais tu as absolument raison. Je crois que ça, c'est une stratégie fondamentale d'un genre de paralysation politique, de paralysie politique. C'est pas par hasard qu'on veut cette colonisation du débat émotionnel à l'intérieur à l'intérieur du jeu politique. Mais je finis par... C'est parce que, en fait, la colonisation, elle a une fonction, empêcher une universalité réelle. Je crois que c'est un peu ça. Empêcher la possibilité d'universalité réelle. C'est une universalité qu'on ne connaît pas, qui n'est pas basée sur la structure institutionnelle de ce qu'on connaît, mais c'est basé sur la force utopique des processus évolutionnaires. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le langage psychologique, par exemple, d'offenser en disant non, mais voilà, là, je te nomme. Donc, ils nomment les gens à partir de cette offense. Merci beaucoup. Alors, absolument désolé, on a commencé en retard pour attendre tout le monde, etc. Et en fait, on a des collègues là qui ont un séminaire avec un Zoom pareil qui commence à 12h30. Donc, on est obligé de leur laisser la place. Voilà, je suis désolé parce que, voilà, puis d'interrompre votre conversation, je suis vraiment désolé, qui était tout à fait passionnante. Et puis, voilà, donc un grand merci à Vladimir pour cette intervention et puis la qualité de la discussion qu'on pourra prolonger toujours. Bien, voilà. C'est moi qui remercie. Je remercie aux questions et à la présence de tous. Merci. Et surtout à Jean-Christophe pour la gentillesse de l'espace. Oui.
Pas grand-chose. Merci beaucoup. Alors, hop, on arrête l'enregistrement.